Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h31 sur Studio Kalita et après cet entretien décontracté, souriant, amusant et à la fois extrêmement émouvant aussi et important avec Michel Kishka, eh bien c'est l'heure, on va dire, de la page d'actualité de cette heure d'information sur Studio Kalita. Et avant de vous présenter, comme chaque matin, la revue de la presse et des médias, eh bien je vous propose les principales informations de ce début de matinée en Israël. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rencontré durant la nuit à New York le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, une rencontre qui était annoncée et qui s'est déjà d'ailleurs produite l'année dernière dans le même cadre à New York en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les deux leaders ont débattu en particulier de la situation dans la bande de Gaza et de la situation dans la région. Ils ont évoqué également la situation du processus de paix israélo-palestinien. La rencontre a duré plus de 2 heures. Ce soir, M. Netanyahou prendra la parole à la tribune des Nations Unies. Il devrait consacrer l'essentiel de son intervention, comme il le fait quasiment chaque année, à la menace du nucléaire iranien. Il sera précédé à la tribune de l'ONU par le raïs palestinien Mahmoud Abbas. Ceci étant, le Premier ministre a repoussé hier une invitation de l'UNESCO à participer à un colloque que l'organisme a initié en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU à New York sur la lutte contre l'antisémitisme. Si l'UNESCO, a dit Binyamin Netanyahou, veut vraiment lutter contre l'antisémitisme, il ne doit pas se contenter d'organiser des colloques, il doit cesser d'être lui-même antisémite. Donc, dixit Binyamin Netanyahou, qui a rappelé qu'au cours des dernières années, l'UNESCO avait systématiquement voté des dizaines de résolutions anti-israéliennes, seulement quelques-unes concernant d'autres pays autres donc que l'État d'Israël. L'un des pays du Golfe Persique a pris l'engagement de financer un tiers du budget annuel de l'UNRWA en remplacement du budget américain qui a été, vous le savez, stoppé par l'administration Trump. D'autres pays européens comme la France devraient également combler, ou en partie au moins, le déficit de l'UNRWA. Une convention des pays donateurs se réunit actuellement, elle aussi en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà donc pour les derniers titres de l'actualité de ce début de matinée. Et sans transition, nous allons passer à la revue de la presse et des médias israéliens. Ce matin encore, les manchettes des principaux quotidiens des sites d'information nous conduisent à New York où se poursuivent, comme je vous le disais, les travaux de l'Assemblée, de la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Et ce matin, c'est la même poignée de main chaleureuse que l'on retrouve en une du Yediot Aharonot et du Israël Hayom, les deux principaux quotidiens israéliens. Une poignée de main entre deux bons vieux amis, le président américain Donald Trump et le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui se sont rencontrés hier. Par contre, les titres qui se joignent à cette photo sont différents. Nous sommes à 100% aux côtés d'Israël, a déclaré Donald Trump. C'est la manchette du Israël Hayom. La surprise de Trump, titre lui le Yediot Aharonot, en soulignant que lors de sa rencontre avec son ami Bibi, le président américain a déclaré « J'aime bien la solution à 2 États », ce qui apparemment semble marquer un changement de position initiale de la part du président américain. Apparemment, il faut insister sur ce mot-là, et pour cause, en effet, le Maariv nous indique ce matin dans la page d'ouverture de son site que quelques heures plus tard, lors d'une conférence de presse, Donald Trump a à nouveau modifié sa position en affirmant, je le cite, « Si les Israéliens et les Palestiniens veulent un seul État, eh bien ce sera très bien pour moi. S'ils veulent 2 États, ce sera très bien pour moi. C'est à eux de choisir ce qu'ils préfèrent. » Bref, on ne sait plus très bien ce que veut Donald Trump, mais les quotidiens israéliens citent Binyamin Netanyahou, qui s'est déclaré pleinement satisfait de sa rencontre hier avec le président américain. « J'ai obtenu de lui tout ce que je souhaitais », a déclaré le Premier ministre, qui n'a pas écarté, lui, la possibilité d'un État palestinien. Tout dépend ce qu'État signifie, a déclaré Binyamin Netanyahou. Donald Trump a également affirmé que son fameux plan de paix serait présenté d'ici les 4 prochains mois. Ariel Kahana, le correspondant politique du Israël Hayom, admet tout de même que chez Trump, les dates ne sont pas sacro-saintes, mais Kahana va plus loin. Il estime que si Trump présente effectivement sous peu son plan de paix, Israël doit s'empresser de l'adopter. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'avec les conseillers dont Trump dispose autour de lui, il s'agit de Kushner, de Greenblatt et de Friedman, Israël n'a rien à craindre d'un tel plan. Quant à Amnon Lord,
l'un des principaux éditorialistes du Israël Hayom. Il se focalise, lui, sur le dossier iranien qui était au cœur de la réunion du Conseil de sécurité que Donald Trump a présidé hier à New York. Lord explique qu'il faut remettre à leur place les Européens parce que ceux-ci ont aujourd'hui tendance à préférer l'Iran à Israël. Durant la nuit, le président Trump a également affirmé que les Palestiniens ne doivent pas craindre son plan de paix. Mon gendre, Jared Kushner, aime Israël, mais il sait se montrer impartial, a affirmé le président américain, après donc être revenu en partie sur son soutien au fameux principe de 2 États. Le Haaretz, lui, considère qu'hier, lors de sa rencontre avec Donald Trump, Binyamin Netanyahou s'est rapproché de son fameux discours de Bar-Ilan en juin 2009, discours durant lequel il avait exprimé pour la première fois son soutien au principe de 2 États pour 2 peuples. Selon Alouf Ben, le rédacteur en chef du Haaretz, si Netanyahou revient effectivement à sa position en faveur de 2 États pour 2 peuples, alors la gauche Israël devra décider, et écoutez bien et suivez bien, ce qui sera alors le plus important, la fin de l'occupation ou bien les affaires judiciaires du Premier ministre. Pour Alouf Ben, une manière de reconnaître que même s'il devait s'avérer que Binyamin Netanyahou était corrompu, alors la gauche éclairée pourrait passer l'éponge, dirons-nous, à condition que Bibi Netanyahou apporte un règlement au conflit israélo-palestinien. Une curieuse manière d'expliquer, ou en tout cas d'envisager l'avenir. Les quotidiens israéliens annoncent que le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a décidé de vérifier en profondeur l'aptitude de Tsahal à gérer et à remporter une confrontation militaire. Ce faisant, le chef d'état-major se fait l'écho d'un pavé dans la mare lancé il y a quelques jours par le général de réserve Yitzhak Bri, qui est l'un des vétérans de l'armée israélienne et qui, dans un rapport qu'il a rédigé de sa propre initiative, est parvenu à la conclusion que Tsahal n'est pas prêt actuellement à une guerre. Face au débat public qui s'est envenimé au cours des derniers jours, le général Eisenkot a donc décidé de nommer une commission d'experts qui, elle aussi, publiera ses conclusions. Selon le Yediot Aharonot, il y aurait en toile de fond une forme de rivalité personnelle entre le général Gadi Eisenkot, chef d'état-major de Tsahal, donc, et le général Yitzhak Bri, qui occupe depuis 10 ans le poste de directeur du département militaire des plaintes et requêtes des soldats et qui connaît bien donc les carences de Tsahal de l'intérieur. Le Yediot Aharonot consacre ce matin la moitié de sa une à la grande confrontation des prochaines élections municipales qui se tiendront le 30 octobre prochain. La course à la mairie pour la mairie de Jérusalem. Nahum Barnea, le plus célèbre éditorialiste du Yediot Aharonot, lui-même habitant de Jérusalem, a réussi à rassembler les 4 principaux candidats autour de la même table. Il leur pose les questions clés pour l'avenir de la capitale de l'État d'Israël. L'intégralité de ce débat municipal sera publiée dans l'édition de demain, vendredi, avant Shabbat. Mais le journal nous offre déjà un aperçu de la teneur de cette franche empoignade. Les 4 candidats dominants, il faut le rappeler, sont Zeev Elkin, qui est soutenu par Binyamin Netanyahou, Moshe Leon, qui est soutenu par Aryeh Deri et par Avigdor Lieberman, Ofer Berkovitch, qui est, on va dire, le candidat laïque, et Yossi Deutsch, qui est le candidat du monde orthodoxe. Quels sont leurs messages principaux? Zeev Elkin promet de plus construire dans la partie est et dans la partie ouest de la ville. Moshe Leon, qui est soutenu par le parti Chasse et par une partie des orthodoxes et une partie du Likoud, se dit confiant en sa victoire. Ofer Berkovitch lui affirme qu'il est soutenu par la minorité laïque, mais aussi par la mouvance sioniste religieuse. Et enfin, Yossi Deutsch espère que l'ensemble des orthodoxes le soutiendront. En marge, le journal annonce le retrait de la candidature de Rachel Azaria, qui est députée et qui a apporté son soutien à la candidature de Zeev Elkin. Tous les sites d'information et les journaux israéliens nous relatent depuis hier l'épopée dangereuse et de plusieurs dizaines d'Israéliens qui ont été victimes d'une tempête d'une rare violence dans le nord de l'Inde, au Cachemire, lors d'une excursion, une tempête de pluie diluvienne, de neige et d'avalanche. Jusqu'à présent, plusieurs de ces excursionnistes israéliens ont été évacués par hélicoptère de la zone dangereuse, mais une vingtaine d'entre eux sont toujours en danger. Et l'on espère, en tout cas leur famille espère, que les secours parviendront à les libérer dès aujourd'hui de ce piège naturel. Les journaux expliquent que ces Israéliens se sont retrouvés coincés donc dans la région du Cachemire au pied de l'Himalaya.
Et puis les fêtes de Chol HaMoed, des fêtes de Sukkot se poursuivent. Hier, les journaux télévisés nous ont montré des images émouvantes de la traditionnelle Birkat Kohanim d'hier matin devant le Kotel. Selon le Israël Hayom, il y avait plus de 100 000 personnes hier sur l'esplanade du mur occidental pour recevoir cette émouvante bénédiction. Et parmi ces personnes, le journal nous montre David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, ou à Jérusalem plus exactement, qui est venu prier, lui aussi on le voit revêtu du talit. À noter que les deux grands rabbins d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef et le Rav David Loh, étaient également présents, et après la Birkat Kohanim, ils ont reçu les souhaits de Chag Sameach de milliers de pèlerins dans la grande soukha dressée sur l'esplanade du mur occidental. Les journaux soulignent également que la vieille ville a été fermée à la circulation et que tous les sites archéologiques autour du Kotel sont ouverts durant la fête pour le plus grand plaisir des dizaines de milliers de pèlerins venus donc dans la capitale. Les sites d'information continuent également d'offrir à leurs lecteurs des options d'excursion à travers le pays, avec une priorité pour les parcours verdoyants du nord, de la Galilée et du Golan. Ce qui semble évident, c'est que le temps va se réchauffer en fin de semaine avec des températures de plus en plus élevées en tout cas que la moyenne saisonnière. Il fera en tout cas aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. Voilà donc pour cette période d'information, on va dire plus de 10 minutes d'information avec un petit journal et une revue de la presse israélienne en cette fête de Sukkot, en cette fête de Chol HaMoed. Nous allons marquer une pause musicale et dans quelques instants, nous retrouverons Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.